Les néons du Mel's Diner bourdonnèrent de leur mélodie familière tandis que Jessica Martinez essuyait la table 7 pour ce qui semblait être la centième fois de la soirée. À 26 ans, elle avait perfectionné l'art du service invisible, se déplaçant pendant ses quarts de travail comme un fantôme dans des chaussures confortables, collectant des pourboires qui couvraient à peine son loyer et voyant ses rêves s'envoler à chaque double quart de travail. L'affluence du dîner s'était enfin calmée, ne laissant que les habitués éparpillés dans les banquettes en vinyle craquelé. Le vieux Franck sirotait son café au comptoir, le couple de la banquette 3 chuchotait en partageant une part de tarte, et un homme d'affaires en costume coûteux était assis seul à la table 12, fixant son hamburger intact comme s'il renfermait les secrets de l'univers. Jessica avait appris depuis longtemps à ne pas juger les clients sur leur apparence, mais cet homme était différent. Son costume coûtait probablement plus cher que ce qu'elle gagnait en 3 mois, sa montre reflétait la lumière crue du restaurant à chaque mouvement subtil, et sa présence semblait remplir tout l'espace d'une énergie qu'elle ne pouvait pas vraiment nommer. Il était assis là depuis près d'une heure, jetant de temps en temps un coup d'œil à son téléphone, mais surtout se comportant de cette manière particulière qu'ont les gens riches lorsqu'ils se trouvent dans des endroits qui ne correspondent pas à leur tranche d'imposition. La clochette au-dessus de la porte tinta et Jessica leva les yeux pour voir une autre personne bien habillée entrer. Cette femme se déplaçait avec une assurance qui venait du fait qu'elle n'avait jamais à vérifier son solde bancaire avant de faire un achat. Ses cheveux étaient coiffés en un carré parfait qui nécessitait probablement un entretien hebdomadaire et ses talons claquaient sur le linoléum avec une précision militaire. Elle balaya le restaurant du regard avant de s'arrêter sur l'homme assis à la table 12. Sans hésiter, elle se dirigea directement vers sa table et se glissa dans la banquette en face de lui. Jessica ne put s'empêcher de remarquer à quel point la présence de cette femme semblait drainer une partie de l'énergie mystérieuse de l'homme. Ses épaules s'affaissèrent légèrement et il finit par prendre son hamburger, mordant mécaniquement dans celui-ci, comme s'il mangeait par obligation plutôt que par faim. Leur conversation était trop basse pour être entendue, mais Jessica en saisit des fragments en remplissant les verres d'eau et en débarrassant les tables voisines. Des mots tels que échéance, attente et héritage familial flottaient dans le restaurant comme de la fumée. La voix de la femme avait un ton tranchant comme une lame, tandis que les réponses de l'homme étaient mesurées et prudentes, comme s'il marchait dans un champ de mine à chaque syllabe. Jessica avait vu suffisamment de drames sur le lieu de travail au cours de ses années de service pour reconnaître une lutte de pouvoir lorsqu'elle en était témoin. Ce n'était pas un dîner romantique, ni une réunion d'affaires informelle. C'était une confrontation déguisée en vêtements coûteux et menée à voix basse autour d'un café tiède et d'un repas intact. La femme fouilla dans son sac à main et en sortit un petit dossier en cuir qu'elle fit glisser sur la table avec l'aisance d'une personne qui avait déjà fait cela auparavant. L'homme l'ouvrit, son expression passant de la résignation à quelque chose que Jessica ne parvenait pas tout à fait à identifier. Surprise, peur, soulagement, impossible à dire depuis sa position derrière la machine à café. Ce qui se passa ensuite allait se rejouer dans l'esprit de Jessica pendant des semaines. L'homme ferma le dossier et le posa sur la table entre eux. Puis il fouilla dans la poche de sa veste et en sortit quelque chose qui coupa le souffle à Jessica. C'était un trousseau de clés, mais pas des clés ordinaires. Elles étaient ornées, à l'ancienne, et semblaient provenir d'un château plutôt que d'une voiture. Le métal brillait d'un éclat doré sous la lumière crue du restaurant, et même de l'autre côté de la pièce, Jessica pouvait voir qu'elles étaient attachées à un lourd porte-clés qui semblait vibrer de sa propre importance. L'homme posa les clés sur la table à côté du dossier en cuir et poussa les deux objets vers la femme. Elle les fixa longuement, son apparence parfaitement posée se fissurant juste assez pour révéler une certaine vulnérabilité. Puis elle secoua la tête et repoussa les clés vers lui. Ce manège dura plusieurs minutes, les clés glissant d'avant en arrière sur la surface rayée du formica, comme les pièces d'un jeu complexe que Jessica ne comprenait pas. À chaque échange, la tension à la table montait d'un cran jusqu'à ce que l'air autour d'eux semble vibrer d'un conflit tacite. Finalement, la femme se leva brusquement, sa chaise raclant le sol avec suffisamment de force pour que le vieux Franck lève les yeux de son café. Elle se pencha et murmura quelque chose à l'oreille de l'homme qui pâlit, puis elle fit demi-tour et quitta le restaurant, ne laissant derrière elle que le parfum léger d'un parfum coûteux et l'écho de ses talons. L'homme s'assit seul à la table 12, fixant les clés comme si elles pouvaient s'enflammer à tout moment. Jessica le regarda lutter avec un débat interne, ses mains se crispant et se décrispant sur la table. Les minutes s'écoulèrent dans ce tableau étrange. L'homme à la table figé dans l'indécision. Jessica à son poste, faisant semblant d'organiser les distributeurs de serviettes tout en gardant un œil sur le drame qui se déroulait. Le vieux Franck au comptoir, inconscient de tout, sauf du fond de sa tasse de café.
Le couple dans la cabine 3, perdu dans son monde tranquille, partageant un dessert et des promesses chuchotées. Puis l'homme prit sa décision. Il se leva brusquement, jetant un billet de 20 $ sur la table à côté de son repas à peine entamé. Mais au lieu d'emporter les clés et le dossier avec lui, il les laissa là, sur la surface en formica, comme des artefacts abandonnés venus d'un autre monde. Il se dirigea vers la porte d'un pas rapide et déterminé, et Jessica entendit la clochette annoncer son départ dans la nuit. Les clés restèrent sur la table 12, captant la lumière et projetant de minuscules arcs-en-ciel sur le plateau usé. Jessica s'approcha lentement, comme si les objets pouvaient la mordre si elle s'approchait trop près. Le dossier en cuir était épais et semblait coûteux, le genre d'objet qui contenait probablement des documents importants ou des informations susceptibles de changer une vie. Les clés étaient encore plus mystérieuses, leur design orné et leur poids important suggérant qu'elles ouvraient quelque chose de bien plus important qu'une porte d'entrée ou un coffre-fort. Jessica regarda autour d'elle dans le restaurant, espérant que quelqu'un d'autre prendrait les choses en main. Le vieux Frank comptait la monnaie exacte pour son café, marmonnant à propos de l'inflation et du bon vieux temps. Le couple dans la cabine 3 était plongé dans une conversation sur les projets du week-end et les listes de courses. Le gérant de nuit était dans l'arrière-boutique, probablement en train de remplir des papiers ou de faire l'inventaire. Il n'y avait personne d'autre qu'elle pour prendre cette décision. Elle prit d'abord les clés, surprise par leur poids et la chaleur qu'elles conservaient après avoir été manipulées nerveusement par l'homme. Le porte-clés était gravé d'un blason élaboré qui semblait sortir tout droit d'un livre d'histoire, avec des volutes et des symboles qu'elle ne pouvait déchiffrer. Les clés elles-mêmes ne ressemblaient à rien de ce qu'elle avait vu auparavant. Elles ressemblaient davantage à des artefacts médiévaux qu'à des dispositifs de sécurité modernes. Le dossier en cuir était tout aussi intrigant. Il était fermé par un petit fermoir en laiton qui s'ouvrait avec un clic satisfaisant. À l'intérieur, Jessica trouva des documents qui la laissèrent top bouche bée. Des titres de propriété, des relevés bancaires, des documents juridiques couverts de cachets officiels et de signatures. Et au sommet de la pile, une note manuscrite d'une écriture élégante qui fit battre son cœur à toute allure. La note était simple, quelques lignes seulement, qui changeaient tout ce qu'elle croyait savoir sur les événements de la soirée. Ce n'était pas un conflit commercial ou une dispute familiale dont elle avait été témoin. C'était quelque chose de bien plus important, un transfert de responsabilité qui allait bouleverser le cours de l'existence d'une personne. Jessica referma le porte-document et regarda à nouveau autour d'elle dans le restaurant, les clés lourdes dans son autre main. Le poids de ce qu'elle venait de découvrir pesait sur elle comme une force physique. Ce n'étaient pas simplement des objets abandonnés par des clients négligents. C'étaient des outils de transformation, des instruments de changement que quelqu'un avait délibérément placés sur son chemin. Les néons continuaient leur bourdonnement éternel, le vieux Frank avait enfin laissé la monnaie exacte et se dirigeait vers la porte, et le couple de la table 3 avait demandé l'addition. Le monde continuait sa rotation ordinaire tandis que Jessica se tenait à la table 12, tenant des objets qui représentaient tout sauf des circonstances ordinaires. Elle réfléchit à sa vie, au cycle sans fin des doubles gardes et du comptage des pourboires, et se demanda s'il y avait plus dans l'existence que survivre jusqu'à la prochaine paix. Elle pensa aux rêves reportés, aux occasions manquées et à la lente érosion de l'espoir qui accompagnait trop d'années passées à simplement survivre. Les clés se réchauffèrent dans sa paume, comme si elles répondaient à ses pensées. Les porte-clés en cuir semblaient vibrer de possibilités. Et quelque part au fond de son esprit, une voix lui murmurait que ce moment était différent de tous les autres, que c'était l'instant où tout pouvait changer si elle avait le courage de le laisser faire. Les mains de Jessica tremblaient tandis qu'elle fixait les objets qui avaient soudainement transformé sa soirée ordinaire en quelque chose d'extraordinaire. Le poids des clés semblait augmenter à chaque seconde qui passait et le dossier en cuir donnait l'impression de contenir les secrets de l'univers. Elle jeta un coup d'œil vers la fenêtre de la cuisine où Miguel était en train de nettoyer le grill, complètement inconscient du drame qui se déroulait tranquillement dans la pièce. Le plus intelligent serait de tout remettre entre les mains du directeur de nuit. Laisser celui-ci s'occuper de la situation compliquée que ces riches inconnus avaient laissée derrière eux. Mais quelque chose au fond d'elle-même se rebellait contre cette voix de la raison. Combien de fois avait-elle été la servante invisible, nettoyant les dégâts des autres, sans jamais faire partie de l'histoire elle-même ? Combien de nuits avait-elle passé à regarder la vie se dérouler autour d'elle, tandis qu'elle restait en sécurité à l'écart, essuyant les tables et remplissant les tasses de café. Elle regarda à nouveau la note manuscrite, ses yeux parcourant l'élégante écriture qui semblait scintiller sous la lumière crue du restaurant. Les mots étaient simples, mais leurs implications étaient stupéfiantes. Il ne s'agissait pas seulement d'argent, de biens immobiliers ou d'arrangements commerciaux, il s'agissait de pouvoir, d'héritage, du genre d'opportunité qui change une vie et que des gens comme elle n'étaient pas censés rencontrer.
La cloche au-dessus de la porte sonna à nouveau, faisant sursauter Jessica. Un jeune homme en uniforme de livreur entra, portant une pile de boîtes de pizza qui sentait comme le salut pour quiconque avait survécu grâce aux nouilles ramen et à l'espoir. Il s'approcha du comptoir où Miguel sortit de la cuisine et ils effectuèrent leur transaction avec la familiarité facile d'une routine qui se déroulait tous les vendredis soirs. Mais Jessica remarqua à peine l'échange. Son attention était accaparée par le choix impossible qui s'offrait à elle. La partie rationnelle de son esprit répertoriait toutes les raisons pour lesquelles elle devait s'éloigner de cette situation. Elle ne connaissait pas ces gens. Elle n'avait aucune idée des complications juridiques ou financières que cela pouvait impliquer. Se mêler des problèmes des riches était le meilleur moyen de se faire du mal. Pourtant, les clés semblaient de brûler dans sa paume et le dossier semblait devenir plus lourd à chaque instant d'hésitation. Et si c'était le moment tant attendu? Et si l'univers lui offrait enfin une chance d'être plus qu'un simple personnage secondaire dans l'histoire de quelqu'un d'autre? Elle pensa à son appartement avec son robinet qui fuyait et sa climatisation cassée que le propriétaire promettait sans cesse de réparer. Elle pensa à son compte en banque qui semblait osciller perpétuellement entre vide et encore plus vide. Elle pensa aux factures médicales de sa mère, empilées sur la table de sa cuisine comme un monument à toutes les choses qu'elle n'avait pas les moyens de régler. Le livreur partit en lui faisant un signe de la main joyeux et le restaurant retrouva son calme nocturne. Le vieux Franck était parti, laissant derrière lui le fantôme de sa présence et l'odeur persistante d'un excès de café. Le couple de la table 3 réglait l'addition, comptant les billets froissés de 5 $ avec la précision méticuleuse de ceux qui comprennent la valeur de chaque dollar. Jessica prit sa décision. Elle glissa les clés dans la poche de son tablier, où elles cliquetèrent doucement contre les stylos et les carnets de commandes qui composaient son arsenal professionnel. Elle glissa le dossier en cuir sous son bras, caché sous un torchon qui, elle l'espérait, dissimulerait son importance aux yeux des observateurs occasionnels. Le reste de son service se déroula dans un brouillard de gestes mécaniques et de pensées distraites. Elle servit le café sans vraiment regarder les tasses, débarrassa les tables tandis que son esprit passait en revue les possibilités et les conséquences. Miguel remarqua sa distraction, mais l'attribua à la fatigue habituelle liée au double service. Le gérant de nuit sortit de son bureau le temps de compter la caisse et de fermer le tiroir-caisse, sans se douter que sa serveuse la plus fiable cachait des secrets qui pourraient tout changer. Lorsque l'heure de fermeture arriva enfin, Jessica aida à empiler les chaises et à essuyer les surfaces avec une efficacité inhabituelle. Elle voulait s'échapper avant que quelqu'un ne remarque sa nervosité ou ne lui pose des questions gênantes sur son empressement à partir. Les clés semblèrent devenir plus lourdes dans sa poche à chaque minute qui passait et le dossier sous son bras semblait afficher son importance à tous ceux qui prenèrent la peine de le regarder. Miguel finit de nettoyer le grill et accrocha son tablier avec un soupir fatigué. « Encore une soirée glamour dans le secteur de la restauration », dit-il, tentant son humour habituel de fin de service. « À demain, Jess. Essaie de dormir un peu. » Jessica acquiesça et marmonna quelque chose d'approprié sur le repos et la récupération, mais son esprit était déjà tourné vers la suite. L'adresse indiquée sur les documents dans le dossier n'était pas loin du restaurant, à peut-être 20 minutes en voiture par les routes sinueuses qui menaient aux collines où les riches habitants de la ville avaient construit leur forteresse de privilèges et d'intimité. Elle avait déjà traversé ces quartiers en voiture, généralement pour se rendre ailleurs, s'émerveillant devant les pelouses impeccables et les imposants portails qui séparaient les nantis des démunis. Les maisons là-haut n'étaient pas seulement des habitations. Elles étaient des déclarations, des proclamations de réussite visibles à des kilomètres à la ronde. Le parking derrière le restaurant était vide, à l'exception de sa vieille Honda Civic qui semblait encore plus pathétique que d'habitude sous les lumières de sécurité. La voiture avait toujours été fiable même si elle n'était pas particulièrement inspirante, mais Jessica se demandait maintenant si elle allait pouvoir faire le trajet jusqu'aux collines sans tomber en panne et la laisser en rade dans un territoire inconnu. Elle resta assise au volant pendant plusieurs minutes, les clés du restaurant lourdes sur ses genoux, tandis que celles de sa voiture pendaient au contact. Le plus sage aurait été de rentrer chez elle, de dormir sur cette décision et de l'aborder avec l'esprit clair le lendemain matin. Mais Jessica avait appris que les choses sages et les choses justes n'étaient pas toujours les mêmes, et quelque chose lui disait qu'attendre ne ferait que lui donner le temps de perdre son sang-froid. Le moteur démarra au 3e essai, et elle quitta le parking avec la prudence de quelqu'un qui comprend que chaque choix, à partir de cet instant, aura son importance. Les rues étaient presque désertes à cette heure tardive, peuplées uniquement de livreurs et de travailleurs de nuit qui traversèrent la ville dans le calme de la nuit. Alors qu'elle roulait vers les collines, Jessica essaya d'imaginer ce qu'elle allait trouver à l'adresse écrite en lettres élégantes.
Un manoir, certainement, mais quel genre de manoir? Dans quel genre de vie allait-elle entrer, même temporairement? Et quel genre de personne laisserait les clés d'un tel endroit à une parfaite inconnue dans un restaurant miteux? Les questions se multipliaient à chaque kilomètre, mais Jessica se rendit compte qu'elle n'en avait plus peur. La route commença à monter, serpentant à travers des quartiers où les maisons devenaient plus grandes et où l'espace entre elles s'élargissait pour offrir une certaine intimité. Les lampadaires se faisaient plus rares, remplacés par la lueur chaleureuse d'un éclairage paysager qui transformait chaque propriété en une démonstration soigneusement orchestrée de richesse et de bon goût. La Honda de Jessica peinait dans les pentes les plus raides, mais le moteur continuait de tourner régulièrement, comme si la voiture elle-même comprenait l'importance de ce voyage. Le dossier en cuir était posé sur le siège passager à côté d'elle, son contenu représentant des possibilités qu'elle n'avait jamais osé imaginer pendant toutes ces longues nuits passées à servir du café et à compter les pourboires. Lorsque Jessica arriva enfin à l'adresse indiquée, elle dut se garer et lire 3 fois les chiffres inscrits sur le dossier avant d'accepter ce qu'elle voyait. Le manoir qui se dressait devant elle n'était pas seulement une maison, c'était une déclaration architecturale qui semblait défier à la fois la gravité et le bon sens. Les portes en fer forgé étaient ouvertes comme si elles attendaient son arrivée, révélant une allée qui serpentait à travers un terrain parfaitement entretenu vers une structure qui semblait sortir d'un magazine plutôt que de la réalité. Le moteur de la Honda ronronnait en refroidissant dans le silence soudain, et Jessica était assise, les jointures des doigts blanchies, agrippant le volant, les yeux fixés sur ce qui semblait être sa destination. Le manoir était un chef-d'œuvre de l'artisanat d'antan, tout en pierre, en bois et en vitraux, qui capturèrent la lumière de la lune et la renvoyaient sous forme de fragments de feu argentés. Les tourelles et les pignons créaient une silhouette digne d'un conte de fées, tandis que des projecteurs soigneusement placés transformaient l'ensemble de la structure en quelque chose qui semblait briller de l'intérieur. Les mains de Jessica tremblaient lorsqu'elle sortit les clés ornées de sa poche, leur poids semblant désormais insignifiant comparé à l'ampleur de ce qui se trouvait devant elle. La partie logique de son esprit lui criait des avertissements concernant l'intrusion et l'effraction, mais ses préoccupations lui semblaient lointaines et théoriques face à la réalité immédiate des portes ouvertes et de l'adresse qui correspondait parfaitement au document. Elle remonta lentement l'allée circulaire, ses phares balayant les sculptures de fontaines et les jardins taupières dont l'entretien coûtait probablement plus cher que ce qu'elle gagnait en un an. La Honda semblait absurdement déplacée dans cet environnement comme un avion en papier dans un musée d'art. Mais les portes étaient ouvertes, l'adresse était correcte et les clés dans sa poche semblaient vibrer de leur propre certitude. La porte d'entrée était massive, sculptée dans ce qui semblait être un seul morceau de bois sombre et décoré de ferrures en laiton qui brillaient comme des reflets de soleil. Jessica s'en approcha avec la prudence de quelqu'un qui marche sur de la glace fine, s'attendant presque à ce que des alarmes retentissent ou que des gardes de sécurité surgissent de leur cachette. Mais la nuit resta calme, à l'exception du bruit lointain de l'eau coulant sur la pierre et du murmure du vent dans les arbres soigneusement taillés. La première clé qu'elle essaya s'inséra parfaitement dans la serrure élaborée, tournant avec un clic sonore qui résonna dans l'entrée comme un coup de feu. La porte s'ouvrit sur des gonds bien huilés, révélant un intérieur qui coupa le souffle à Jessica. Le hall d'entrée s'élevait sur 2 étages, dominé par un lustre qui projetait des motifs arc-en-ciel sur le sol en marbre poli jusqu'à briller comme un miroir. Un grand escalier s'incurvait vers un palier qui disparaissait dans l'ombre, tandis que des portes menaient dans plusieurs directions vers des pièces qu'elle ne pouvait qu'imaginer. Jessica entra, ses pas résonnant dans le vaste espace malgré ses efforts pour se déplacer silencieusement. L'air sentait l'huile de citron et les fleurs fraîches, suggérant que le personnel entretenait cet endroit en parfait état, même en l'absence des propriétaires. Tout ce qu'elle voyait témoignait d'une richesse si profonde qu'elle transcendait le simple luxe pour devenir quelque chose qui s'apparentait à de l'art. Le dossier en cuir lui semblait plus lourd entre ses mains à mesure qu'elle s'enfonçait dans la maison, traversant des pièces qui semblaient conçues pour mettre en valeur différents aspects d'une vie raffinée. Une bibliothèque avec des étagères allant du sol au plafond et une cheminée assez grande pour rôtir un cochon entier. Une salle à manger formelle avec une table pouvant accueillir 20 personnes et des porcelaines qui représentaient probablement l'héritage complet de quelqu'un. Une salle de musique avec un piano à queue qui brillait comme du marbre noir et des tableaux aux murs qui semblaient de provenir du Metropolitan Museum of Art. Chaque pièce révélait de nouvelles merveilles et renforçait le mystère de sa présence ici. Les documents contenus dans le dossier étaient précis quant à son accès à la propriété, mais ils n'expliquaient pas le but de ce cadeau somptueux.
Était-ce une sorte de test, une blague de mauvais goût de la part de gens trop riches et trop peu sensés, ou était-ce quelque chose de plus important, une véritable opportunité qu'elle était trop bouleversée pour comprendre pleinement? Dans ce qui semblait être le salon principal, Jessica découvrit le premier indice sur le véritable but de la soirée. Une lettre était posée contre une photographie encadrée d'argent sur la cheminée. Son nom écrit sur l'enveloppe dans la même écriture élégante qu'elle avait vue au restaurant. Ses mains tremblaient lorsqu'elle l'ouvrit, extrayant plusieurs pages de papier épais qui semblaient coûteuses entre ses doigts. La lettre commençait par des excuses pour le caractère inhabituel des événements de la soirée, expliquant que l'auteur l'avait observé pendant plusieurs semaines et avait été impressionné par sa gentillesse envers les clients difficiles et son dévouement à son travail malgré des circonstances difficiles. Elle décrivait ensuite une situation qui semblait sortir d'un roman plutôt que de la vie réelle, impliquant des obligations familiales, des pressions professionnelles et le genre de conflits successoraux complexes qui ne touchent que les personnes suffisamment riches pour avoir quelque chose qui vaille la peine d'être disputé. Mais la révélation la plus choquante de la lettre se trouvait dans ces derniers paragraphes où l'auteur expliquait que Jessica n'avait pas été choisie au hasard comme bénéficiaire d'une œuvre caritative, mais comme quelqu'un qui avait démontré le caractère nécessaire pour assumer une responsabilité qui allait bien au-delà de la simple prise en charge. Le manoir n'était pas seulement un refuge temporaire ou un cadeau somptueux. C'était un test, une période d'essai pendant laquelle elle aurait l'occasion de prouver qu'elle était digne de quelque chose de beaucoup plus grand et de plus permanent. Jessica s'enfonça dans un fauteuil en cuir qui coûtait probablement plus cher que son loyer annuel, essayant d'assimiler des informations qui semblaient remodeler la réalité à chaque phrase. Selon la lettre, l'homme et la femme du restaurant étaient engagés dans une lutte de pouvoir pour le contrôle d'une fortune familiale qui comprenait non seulement ce manoir, mais aussi un réseau de propriétés et d'investissements s'étendant sur plusieurs États. L'homme, identifié comme Marcus Whitmore, était l'héritier désigné, mais il était las des responsabilités et des restrictions qui accompagnaient son héritage. La femme, sa sœur Catherine, voulait conserver le contrôle de la famille, mais n'avait pas la capacité juridique nécessaire pour simplement reprendre le domaine. Leur dispute au restaurant portait sur la décision de Marcus de transférer ses responsabilités à une personne extérieure à la famille, une personne qui avait prouvé sa valeur par ses actions plutôt que par son lien de parenté, une personne qui comprenait la valeur du travail acharné et du service authentique car elle l'avait vécu au quotidien. Jessica lut la lettre 3 fois avant d'en saisir pleinement les implications. Il ne s'agissait pas seulement de gérer une propriété ou d'assurer l'entretien. Marcus Whitmore lui offrait la possibilité d'hériter de sa position en tant que principal bénéficiaire d'un fonds fiduciaire qui la transformerait d'une serveuse en difficulté en l'une des personnes les plus riches de l'État. Le manoir n'était qu'un début, un symbole de la vie qu'il était prêt à céder à quelqu'un qui, selon lui, en ferait un usage plus judicieux que lui. La contrepartie, si l'on peut appeler cela ainsi, était une période d'essai de 6 mois, pendant laquelle Jessica vivrait dans le manoir et démontrerait sa capacité à assumer les responsabilités liées à une telle richesse. Elle travaillerait avec des conseillers financiers et des gestionnaires immobiliers, apprenant à superviser les investissements, les fondations caritatives et tout le mécanisme complexe qui permettait à une grande fortune de fonctionner correctement. Si elle réussissait, le transfert deviendrait permanent. Si elle échouait, tout reviendrait à une fiducie caritative qui distribuerait les actifs selon les souhaits prédéterminés de Marcus. Jessica mit la lettre de côté et regarda la magnifique pièce d'un œil nouveau. Chaque objet qu'elle voyait représentait non seulement le luxe, mais aussi une responsabilité. Les œuvres d'art accrochées au mur devaient être entretenues et assurées. Le domaine extérieur nécessitait l'attention constante de professionnels qualifiés. Les diverses activités commerciales mentionnées dans la lettre devaient faire l'objet d'une surveillance et d'une orientation stratégique. Elle repensa à sa vie jusqu'à présent, à la gestion prudente de son budget, à ses inquiétudes constantes et à la crainte persistante qu'une dépense imprévue ne la plonge dans le désastre financier. On lui offrait désormais la chance de vivre dans un monde où l'argent était un outil plutôt qu'une source constante d'anxiété, où elle pouvait envisager de faire la différence plutôt que de simplement joindre les deux bouts. Le poids de cette opportunité était presque écrasant par son ampleur. Jessica avait toujours cru que les gens comme elle n'avaient pas droit à de telles chances, que les fins heureuses étaient réservées aux personnages de livres plutôt qu'aux serveuses de petits restaurants délabrés. Mais les clés dans sa poche, la lettre dans ses mains et la magnifique pièce qui l'entourait contredisaient cette croyance limitante. Elle se dirigea vers la fenêtre et regarda le parc qui s'étendait dans l'obscurité, ponctué de lumières soigneusement placées qui révélaient des aperçus de jardins, de jeux d'eau et de sentiers menant à des endroits qu'elle ne pouvait encore imaginer.
Au loin, elle pouvait voir les lumières de la ville où elle avait passé sa vie adulte à servir les besoins des autres, tandis que ses propres rêves s'estompaient lentement dans la résignation. Le choix qui s'offrait à elle ne consistait pas seulement à accepter ou à refuser une opportunité incroyable. Il s'agissait avant tout de croire qu'elle méritait une telle opportunité. Il s'agissait d'avoir le courage de se lancer dans une vie qui ne ressemblait en rien à ce qu'elle avait connu ou même osé espérer. Jessica reprit la lettre et la relut une dernière fois en accordant une attention particulière aux détails pratiques qui régiraient les 6 prochains mois de sa vie. Elle aurait accès à toutes les commodités du manoir et bénéficierait d'une généreuse allocation mensuelle pour ses dépenses personnelles. Une petite équipe continuerait à entretenir la propriété, mais elle serait chargée de prendre toutes les décisions, de la planification des menus à l'aménagement paysager. Plus important encore, elle travaillerait en étroite collaboration avec les conseillers financiers de Marcus afin de se familiariser avec les différents investissements et engagements caritatifs qui constituaient le fondement de la fortune familiale. La lettre se terminait par les coordonnées de l'équipe juridique qui s'occuperait du transfert officiel des responsabilités et par une invitation à appeler Marcus directement si elle avait des questions ou des préoccupations concernant un aspect quelconque de l'accord. Elle était signée d'une signature emphatique qui semblait refléter à la fois le poids de la décision et l'espoir sincère qu'elle accepterait le défi qu'il lui proposait. Jessica plia soigneusement la lettre et la remit dans son enveloppe, puis prit la photo encadrée d'argent qui se trouvait à côté sur la cheminée. L'image montrait un Marcus Whitmore beaucoup plus jeune, debout à côté d'une femme qui partageait ses traits aristocratiques et son attitude confiante. Ils posèrent devant ce qui semblait être cette même demeure, souriant tous deux avec une joie naturelle qui semblait aller de soi pour des personnes qui n'avaient jamais eu à se soucier du loyer ou des factures médicales. Mais en regardant la photo de plus près, Jessica remarqua quelque chose dans les yeux de Marcus qui lui rappela l'homme qu'elle avait observé dans le restaurant. Même dans ce moment de bonheur apparent, il y avait l'ombre de quelque chose qui pouvait être de la solitude, un fardeau ou le poids des attentes qui avaient été placées sur ses épaules avant qu'il ne soit assez âgé pour en comprendre le véritable coût. Le fait de réaliser que Marcus avait peut-être autant besoin de son aide qu'elle avait besoin de son offre ajoutait une couche supplémentaire de complexité à une situation déjà accablante. Il ne s'agissait pas seulement de charité ou de chance, il s'agissait de deux personnes issues de mondes complètement différents qui reconnaissaient en l'autre quelque chose qui pourrait être la clé pour résoudre des problèmes qu'aucun des deux ne pouvait résoudre seul. Jessica parcourut d'autres pièces du manoir, chacune révélant de nouveaux aspects d'une vie qu'elle pouvait à peine comprendre. Une salle de cinéma avec des fauteuils inclinables en cuir et un écran qui occupait tout un mur. Une cave à vin qui descendait dans une obscurité fraîche, remplie de bouteilles qui représentaient probablement plus de valeur que la plupart des maisons. Une véranda remplie de plantes exotiques qui devait nécessiter l'attention constante de spécialistes comprenant leurs besoins particuliers. Mais ce sont les espaces plus petits et plus personnels qui ont commencé à brosser le portrait de l'homme qui lui avait offert cette incroyable opportunité. Un bureau rempli de livres de philosophie et d'histoire, avec des fauteuils de lecture confortables placés de manière à capter la lumière du matin. Un atelier rempli d'outils de menuiserie et de projets à moitié terminés qui suggéraient une créativité pratique plutôt qu'une consommation passive. Une petite cuisine séparée de la cuisine principale, équipée d'appareils électroménagers simples que l'on pourrait utiliser pour préparer un repas solitaire lorsque la salle à manger officielle semblait trop vide et résonnait. Ces aperçus de la vie réelle de Marcus faisaient que le manoir ressemblait moins à un musée qu'à une maison qui attendait la bonne personne pour lui redonner vie. Jessica pouvait s'imaginer dans ces espaces, en train de lire dans les fauteuils confortables, d'apprendre à utiliser les équipements sophistiqués de l'atelier ou de préparer des repas simples dans la cuisine douillette pendant que la maison principale dormait autour d'elle. L'horloge de grand-père dans le hall principal sonna 3 fois, rappelant à Jessica que l'aube était encore loin et qu'elle avait une décision à prendre avant le lever du soleil sur ce qui pourrait être soit le dernier jour de son ancienne vie, soit le premier jour de quelque chose d'entièrement nouveau et imprévisible. Elle retourna dans le salon principal, s'installa à nouveau dans le fauteuil en cuir et sortit son téléphone pour regarder les coordonnées que Marcus lui avait fournies. Le numéro semblait tout à fait ordinaire, juste 10 chiffres qui pouvaient la mettre en relation avec un homme qui lui proposait de changer toute son existence. Son pouce planait au-dessus de l'écran, tremblant légèrement, tandis qu'elle réfléchissait aux mots qui pourraient rendre compte de l'importance de ce moment.
Le silence de la demeure l'enveloppait comme une créature vivante, seulement rompue par le tic-tac lointain des horloges et le murmure de l'air circulant dans des pièces trop grandes pour être remplies par une seule personne. Jessica s'était habituée au bruit constant de sa vie quotidienne, au cliquetis de la vaisselle, au bourdonnement des conversations et à la bande-son incessante des besoins des autres qui réclamaient son attention. Ce silence profond lui semblait à la fois luxueux et légèrement dérangeant, comme si la maison elle-même retenait son souffle en attendant sa décision. Elle pensa à son service du matin au restaurant qui devait commencer dans quelques heures. Miguel s'attendrait à ce qu'elle se présente avec sa ponctualité habituelle, prête à servir le café, à prendre les commandes et à faire comme si rien n'avait changé depuis la veille. L'idée de retourner à cette routine familière tout en portant le secret de cette offre impossible lui semblait surréaliste, comme essayer de faire tenir un océan dans une tasse de thé. Mais quelle était l'alternative ? Se faire porter malade et passer la journée à explorer des pièces qui ne lui appartenaient peut-être pas ? Commencer à faire des projets pour un avenir qui n'existait que dans l'élégant manuscrit d'une lettre d'un inconnu, la voix pragmatique dans sa tête énuméra toutes les raisons pour lesquelles cette situation pouvait être un canular élaboré ou une blague cruelle, destinée à lui donner de faux espoirs avant de les anéantir par la réalité. Pourtant, le poids des clés dans sa poche et la réalité tangible du sol en marbre sous ses pieds contredisaient ce cynisme. Le manoir était réel, la lettre était réelle, et l'opportunité qu'elle décrivait semblait vibrer d'une vérité indéniable. Jessica avait passé suffisamment d'années au service de clients fortunés pour reconnaître la différence entre le luxe authentique et les façades impressionnantes, et tout ce qui l'entourait témoignait de ressources si vastes qu'elles transcendaient le besoin de faux semblants. Elle se leva et se dirigea vers une autre fenêtre, celle-ci offrant une vue sur ce qui semblait être un jardin à la française, aménagé selon des motifs géométriques qui seraient magnifiques à la lumière du jour. Le clair de lune ne révélait que des indices de la conception soignée. Mais même ces aperçus suggéraient un sens artistique et une attention aux détails qui transformaient l'aménagement paysager en quelque chose qui s'apparentait à de la sculpture. L'idée de se promener dans ces jardins à la lumière du matin, d'avoir le droit d'explorer chaque chemin et chaque recoin caché, fit naître en Jessica un frisson qu'elle tenta de réprimer. L'espoir était une émotion dangereuse pour quelqu'un dans sa position, capable de rendre impossible toute décision rationnelle lorsque les enjeux étaient aussi importants. Mais l'espoir refusait d'être contenu, devenant plus fort à chaque instant qu'elle passait dans cet endroit qui semblait conçu pour nourrir les rêves plutôt que pour les anéantir. Son téléphone vibra, signalant l'arrivée d'un SMS, la surprenant dans le silence profond. C'était Miguel qui lui demandait si elle pouvait faire une heure supplémentaire le lendemain, car l'une des autres serveuses avait appelé pour dire qu'elle avait la grippe. Cette demande représentait tout ce qui, dans sa vie actuelle, était devenu routinier et prévisible, un cycle d'obligations et d'attentes qui laissait peu de place à l'imprévu ou au changement. Jessica fixa le message pendant un long moment, puis répondit qu'elle ne serait peut-être pas disponible, qu'un imprévu avait surgi et requérait son attention. Ce n'était pas tout à fait un mensonge, mais cela ne reflétait pas l'ampleur réelle de ce qui venait de se produire. Elle appuya sur « Envoyer » avant de pouvoir reconsidérer sa décision, s'engageant ainsi à explorer cette nouvelle réalité pendant au moins une journée avant de décider si elle allait la rendre permanente. La réponse ne tarda pas à arriver. Une série de points d'interrogation suivis d'une inquiétude pour sa santé et d'offres d'aide si elle faisait face à une urgence quelconque. L'attention sincère de Miguel fit monter l'émotion à la gorge de Jessica. Il avait été un bon ami pendant ses années au restaurant. L'une des rares personnes qui semblait la voir comme plus qu'un simple uniforme et un sourire. Quitter ce monde signifierait perdre les liens qu'il avait soutenus dans les moments difficiles. Mais rester signifierait accepter que ce moment de possibilité n'était qu'une illusion, que les gens comme elle étaient destinés à rester à jamais en marge de la vie de ceux qu'ils servaient. Jessica regarda autour d'elle la magnifique pièce et essaya d'imaginer comment elle expliquerait à Miguel pourquoi elle avait choisi de tourner le dos à tout ce qu'elle avait connu jusqu'à présent. La conversation semblait impossible non pas parce qu'il ne comprendrait pas, mais parce qu'elle n'était pas sûre de comprendre elle-même. L'horloge de son grand-père sonna 4 fois et Jessica réalisa qu'elle était assise dans le manoir depuis plus d'1 heure sans avoir vraiment avancé dans sa décision. La lettre mentionnait une équipe juridique à contacter, des documents à signer et une douzaine d'autres démarches pratiques qui transformeraient cette nuit surréaliste en une réalité contraignante. Mais toutes ces démarches exigeaient qu'elle choisisse d'abord si elle pensait mériter la vie qui lui était offerte. Elle ressortit la lettre de Marcus et la relut en se concentrant cette fois-ci sur les termes qu'il avait utilisés pour décrire son caractère et ses qualifications. D'après ses observations, elle avait fait preuve de gentillesse sous pression.
de fiabilité malgré des circonstances difficiles et d'une sincère préoccupation pour les autres qui allait au-delà de la simple obligation professionnelle. Ce n'étaient pas des qualités qu'elle avait consciemment cultivées ou même reconnues en elle-même, mais les voir reflétées dans les mots de quelqu'un d'autre les rendait plus réelles et plus substantielles. La lettre mentionnait également des incidents spécifiques dont il avait été témoin au cours de ces semaines d'observation, des moments où Jessica s'était mise en quatre pour aider des clients difficiles ou avait couvert des heures supplémentaires pour des collègues confrontés à des crises personnelles. Lire ces descriptions, c'était comme se regarder à travers les yeux de quelqu'un d'autre et découvrir que ces petits gestes de service avaient été remarqués et appréciés par une personne qui en comprenait la véritable valeur. Marcus avait écrit qu'il avait besoin de quelqu'un qui comprenait l'argent comme un outil permettant d'apporter des changements positifs plutôt que comme une fin en soi. Il voulait un intendant plutôt qu'un propriétaire, quelqu'un qui considérerait la fortune familiale comme une responsabilité à gérer avec sagesse plutôt que comme un prix à consommer égoïstement. Cette distinction semblait cruciale pour comprendre pourquoi il l'avait choisi parmi d'innombrables autres personnes qui semblaient plus manifestement qualifiées pour un tel rôle. Jessica parcourut d'autres pièces du manoir, essayant de s'imaginer non pas comme une visiteuse, mais comme la personne chargée de prendre des décisions sur tout ce qu'elle voyait. La collection d'œuvres d'art à elle seule représentait des choix en matière de conservation et d'exposition qui auraient une incidence sur la façon dont les générations futures apprécieraient ces œuvres. Les différents membres du personnel mentionnés dans la lettre se tourneraient vers elle pour obtenir des conseils et des directives, se fiant à son jugement sur des questions susceptibles d'affecter leurs moyens de subsistance et leur satisfaction professionnelle. Le poids d'une telle responsabilité était à la fois terrifiant et exaltant. Jessica avait passé sa vie adulte dans des emplois où sa principale préoccupation était de suivre des instructions et de répondre aux attentes des autres. L'idée d'être la personne qui fixait la direction à suivre et prenait les décisions finales représentait un renversement complet de tous les rôles qu'elle avait jamais joués. Mais peut-être que ce renversement était exactement ce que Marcus avait reconnu en elle pendant ces semaines d'observation. Peut-être avait-il vu quelqu'un qui comprenait la valeur du service précisément parce qu'elle l'avait fourni de manière si constante aux autres. Peut-être croyait-il qu'une personne qui avait appris à anticiper les besoins et à résoudre les problèmes à petite échelle pouvait appliquer ces mêmes compétences à la gestion des ressources et des responsabilités à une échelle beaucoup plus grande. Les fenêtres orientales du manoir commençaient à laisser entrevoir les premières lueurs de l'aube, une subtile luminosité qui rappelait à Jessica que le monde extérieur continuait de tourner normalement malgré les circonstances extraordinaires dans lesquelles elle se trouvait. Bientôt, la ville se réveillerait, les gens commenceraient à se rendre à leur travail et à leurs obligations, et le restaurant ouvrirait pour une nouvelle journée à servir du café et des œufs à des clients qui n'avaient aucune idée qu'une de leurs serveuses habituelles était assise dans un manoir, essayant de décider si elle devait accepter un héritage qui changerait tout. Le contraste entre ces deux réalités semblait presque absurde dans son extrême. Dans quelques heures, elle pourrait être de retour dans son uniforme, essuyant les tables et comptant les pourboires, faisant comme si cette nuit n'avait jamais eu lieu. Ou elle pourrait passer des coups de fil à des avocats et à des conseillers financiers, entamant le processus d'apprentissage de la gestion d'une fortune qui dépassait tout ce qu'elle avait jamais imaginé possible. Jessica retourna dans le bureau qu'elle avait découvert plus tôt, attirée par les fauteuils de lecture confortables et le sentiment de contemplation tranquille qui semblait imprégner l'espace. Les étagères étaient remplies d'ouvrages sur la philosophie, l'histoire et l'économie, suggérant que Marcus avait passé beaucoup de temps à réfléchir aux implications plus larges de la richesse et du pouvoir dans la société. Plusieurs livres étaient marqués de signets ou présentaient d'autres signes de consultation fréquentes, indiquant un engagement continu avec des idées complexes plutôt qu'une simple décoration. Elle prit l'un des livres marqués sur l'étagère et l'ouvrit à un passage surligné concernant les obligations morales de ceux qui héritent de ressources qu'ils n'ont pas créées. La marge contenait des notes manuscrites dans l'écriture soignée de Marcus, des questions et des observations qui révélaient quelqu'un aux prises avec les dimensions éthiques de sa position. Les notes suggéraient une véritable lutte avec les concepts d'équité et de responsabilité, un dialogue interne sur la manière d'utiliser les avantages hérités, de manière à honorer à la fois les créateurs originaux de la richesse et la communauté au sens large qui avait rendu cette accumulation possible. La lecture de ses pensées intimes permit à Jessica de mieux comprendre l'homme qui lui avait offert cette opportunité.
Marcus ne cherchait pas simplement quelqu'un pour prendre en charge des responsabilités lourdes dont il ne voulait plus s'occuper. Il recherchait une personne qui s'intéresserait de manière réfléchie aux mêmes questions éthiques qui avaient clairement occupé une grande partie de son attention. Il voulait un successeur qui poursuivrait le dialogue interne sur le sens et l'obligation qui, comme le révélaient ses notes, avait été au cœur de sa propre expérience de la richesse. Le fait que Marcus la considérait capable d'une réflexion aussi sophistiquée était à la fois humiliant et valorisant. Jessica ne s'était jamais considérée comme particulièrement intellectuelle ou philosophique, mais la lettre et les documents joints suggéraient qu'il avait observé en elle des qualités qui allaient au-delà de la simple gentillesse ou de la fiabilité. Il semblait croire qu'elle possédait le raisonnement moral et l'intelligence émotionnelle nécessaires pour prendre des décisions complexes en matière d'allocation des ressources et de responsabilité sociale. La lumière de l'aube s'intensifiait maintenant, révélant peu à peu l'étendue réelle des jardins et des terrains qui entouraient le manoir. Jessica pouvait voir des allées menant à des structures qu'elle n'avait pas remarquées dans l'obscurité, ce qui semblait être une serre, un petit cottage qui pouvait abriter du matériel d'entretien des terrains et des terrasses qui suggéraient une attention particulière à la fois à la beauté et à la fonctionnalité. L'ensemble de la propriété représentait une vision de la façon dont la richesse pouvait créer des environnements propices à l'épanouissement humain et à la beauté naturelle. Elle pensa à son petit appartement avec sa vue sur un parking et son climatiseur en panne depuis 3 mois. Le contraste ne se limitait pas au luxe par opposition à la nécessité, mais concernait la différence entre des environnements qui inspiraient des possibilités et ceux qui semblaient conçus pour contenir et limiter. Vivre dans un espace comme ce manoir ne changerait pas seulement sa situation matérielle, cela modifierait toute sa perception de ce qui était réalisable et approprié d'espérer. Le numéro de téléphone fourni par Marcus semblait briller sur la lettre alors que la lumière du matin inondait le bureau. Jessica se rendit compte qu'elle avait passé toute la nuit à réfléchir à cette décision, à peser les possibilités et les conséquences, mais qu'elle n'avait pas encore parlé à la personne dont l'offre avait créé cette situation extraordinaire. La lettre fournissait des informations et du contexte, mais elle ne pouvait pas répondre aux dizaines de questions spécifiques qui lui étaient venues à l'esprit pendant qu'elle explorait le manoir. En quoi consisteraient exactement ses responsabilités quotidiennes ? Quelle serait son indépendance dans la prise de décision concernant la propriété et les investissements ? Quel type de soutien existait pour l'aider à acquérir les compétences nécessaires à la gestion d'un patrimoine aussi complexe ? La lettre décrivait les grandes lignes de l'accord, mais les détails pratiques détermineraient si cette opportunité représentait une véritable autonomisation ou simplement une forme plus confortable de servitude. Jessica prit son téléphone et fixa le numéro de Marcus, le doigt suspendu au-dessus du bouton d'appel. L'heure matinale rendait l'appel plus intime et immédiat qu'il ne l'aurait été plus tard dans la journée, lorsque le monde des affaires serait réveillé et que de telles conversations sembleraient plus routinières. Mais peut-être que cette intimité était exactement ce dont cette situation avait besoin. Une connexion directe entre deux personnes essayant de résoudre des problèmes qui ne pouvaient être traités par les voies normales ou les approches conventionnelles. Elle prit une profonde inspiration et appuya sur le bouton, écoutant le téléphone sonner tandis que son cœur battait à tout rompre. L'enjeu semblait incroyablement élevé, mais Jessica se rendit compte que ne pas passer cet appel était en soi un choix qui la laisserait à jamais se demander ce qui aurait pu se passer. Le téléphone sonna 3 fois avant qu'une voix familière ne réponde, alerte malgré l'heure matinale. « Jessica ?» dit Marcus d'un ton chaleureux et reconnaissant. « J'espérais que vous appelleriez. Je suis moi-même resté éveillé presque toute la nuit, me demandant si j'avais pris la bonne décision en vous laissant ces clés. » Son aveu d'incertitude atténua le sentiment d'isolement de Jessica. « Monsieur Whitmore » commença-t-elle, puis elle marqua une pause, ne sachant pas quel niveau de formalité adopter pour une conversation qui avait déjà brisé toutes les conventions sociales qu'elle connaissait. « Je vous appelle depuis le manoir, j'ai passé toute la nuit ici, à essayer de comprendre ce que vous me proposez. »« Et à quelle conclusion êtes-vous arrivé ?» demanda Marcus, sa voix trahissant une curiosité sincère plutôt qu'une inquiétude quant à sa réponse. Jessica regarda autour d'elle, observant les livres, les fauteuils confortables et la lumière du matin qui pénétrait par les hautes fenêtres. « Je commence à comprendre qu'il ne s'agit pas seulement d'argent ou de biens immobiliers, dit-elle lentement. Vous recherchez quelqu'un qui considérera cette richesse comme une responsabilité plutôt que comme un privilège. Quelqu'un qui se posera les mêmes questions que vous sur le sens et les obligations. » Il y eut un moment de silence avant que Marcus ne réponde, et lorsqu'il le fit, sa voix trahissait un soulagement qui suggérait qu'elle avait compris quelque chose d'essentiel.
Exactement. J'ai passé 15 ans à apprendre à gérer cet héritage et la leçon la plus importante que j'ai apprise est que pour être un véritable intendant, il faut constamment examiner comment les ressources peuvent servir des objectifs plus larges. J'ai besoin de quelqu'un qui poursuivra ce travail avec une perspective nouvelle et un engagement sincère à faire la différence. C'est ainsi que Jessica se retrouva à l'aube d'une transformation qui avait commencé par des clés abandonnées sur une table de restaurant et qui s'était transformée en quelque chose de bien plus grand que la charité ou le hasard. Le monde éclairé par des néons, fait de double service et de pourboires comptés, ne l'avait pas préparé à gérer une immense fortune. Mais il lui avait appris quelque chose de plus précieux, que le véritable service consiste à voir au-delà de soi-même pour répondre aux besoins des autres. Marcus avait reconnu en elle non seulement de la gentillesse et de la fiabilité, mais aussi la sagesse rare de comprendre que des ressources extraordinaires exigent une responsabilité extraordinaire. Alors que l'aube se levait sur le domaine du manoir, Jessica réalisa que parfois l'univers ne nous offre pas seulement ce que nous voulons, mais exactement ce que nous sommes prêts à devenir.